Une médaille d'or pour les cavaliers de la dernière heure. Monsieur Chirac, retour du Japon, pas de contrat, mais des contacts. Où en sont les rapports Est-Ouest, un an après la conférence d'Helsinki, le point de vue de Paul Lefebvre? Sans doute des milliers de morts en Chine, mais où est-on à l'abri? Après les Syriens et les casques verts, ce qui a changé à Beyrouth, c'est notre dossier. Bonsoir. Nous qui n'étions à Montréal que grâce à l'image, avons peut-être éprouvé un peu de nostalgie à dire adieu Montréal et à regarder s'éteindre la flamme olympique. Mais la cérémonie de clôture, paradoxalement, a été la vraie fête de ces Jeux. Oublier la politique et les nationalismes, les mesures de sécurité et les désillusions sur le grand stade, athlètes et indiens emplumés fraternisaient. Les Jeux de Montréal se sont terminés en farandole avec une pointe de mélancolie. Adieu Montréal, à bientôt Moscou. En direct de la Place Rouge, 500 sportifs soviétiques ont présenté le sigle des 22e Jeux Olympiques, ceux de 1980. Mais juste avant que la flamme ne s'éteigne, les cavaliers français nous réservaient une bien bonne surprise. Alors que vous assistez au parcours de Michel Roche, c'est une équipe tout entière qui a donné à l'équitation française une médaille d'or, celle du Grand Prix des Nations de saut d'obstacles, la dernière donc attribuée à ces Jeux de Montréal. C'est la première pour la France dans l'histoire, la première en tout cas dans cette discipline précise. Tout n'a pas été facile cependant. Après la première manche, les 4 cavaliers français partageaient avec les Allemands de l'Ouest la première place et nul ne pouvait prévoir le résultat final. Marcel Rosier entre en piste. Le champion de France effectue un parcours irréprochable, sauf sur la rivière où plus de la moitié des concurrents ont fait de l'eau, comme l'on dit dans le jargon sportif. Le grand danger venait des Allemands de l'Ouest, avec à leur tête ce cavalier, Alvin Tschokemol, déjà champion olympique au concours individuel. Pour l'Allemand, un sans faute était nécessaire. Personne n'allait le réussir, pas même le champion olympique, qui partait pourtant très bien sur son merveilleux cheval Warwick. Par la suite, il allait commettre une erreur qui sera fatale à sa formation, mais nous ne garderons de ce grand cavalier que ces belles images. L'équipe de France remporte donc ce concours de saut d'obstacles. Elle se retrouve à la fermeture, comme Jonquière d'Oriola en 64, à Tokyo. Hubert Faro, Marc Roguet, Michel Roche, Marcel Rosier. Monsieur Jacques Chirac est rentré ce matin du Japon et ceux qui espéraient des promesses de contrats mirifiques seront déçus. Il n'est pas sûr qu'après ce voyage, les échanges commerciaux entre les deux pays seront plus équilibrés. Et il ne suffira pas pour réussir de chapitrer les industriels français afin qu'ils s'élancent à la conquête du marché nippon. Le Premier ministre n'a peut-être pas entièrement convaincu les Japonais d'acheter français en plus grande quantité. Et c'est bien là tout le problème entre le Japon, numéro 3 des pays industriels, et la France, numéro 5. À l'évidence, leurs échanges devraient dépasser ce petit 1% de leur commerce respectif. Mais comment? Car si M. Chirac a pu constater le niveau de la production japonaise, comme ici dans une usine de sidérurgie proche de Tokyo, il aura aussi certainement noté tout ce qui sépare les deux pays. Oh, non pas une séparation politique, mais toute une série de petites données peut-être plus décisives. Différences de civilisation, d'habitude, de langue, de comportement. Toutes choses qui ne s'effacent pas en 4 jours de visite, même cordiale. On s'est donc contenté, pour cette reprise de contact, de dresser la liste des secteurs où la coopération pourrait se développer. Aéronautique, électronique, nucléaire. Alors, un voyage pour rien? Pas forcément. D'abord parce qu'il aura permis aux deux premiers ministres de voir les réalités en face. Et peut-être surtout parce que M. Chirac a consacré la fin de son voyage à l'autre Japon, celui d'hier. Les industriels français y découvriraient peut-être les clés de ce qui les étonne et parfois les rebute chez leurs partenaires japonais. Bref, le Premier ministre a visité à sa manière, donc vite, une série impressionnante
de temples, théâtres, maisons de thé, musées, etc. Clou de la dernière journée, les arts martiaux tels qu'on les perpétue à l'école de police d'Osaka. Si les Japonais se sont montrés quelque peu avares sur les secrets de leur développement économique, s'ils ont caché ce qui leur sert de carotte, ils ont là dévoilé sans phare pour M. Chirac les 1001 façons de manier le bâton. Helsinki, premier anniversaire. En effet, c'était le 1er août l'année dernière que le document final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe était signé par 35 chefs d'État et de gouvernement. Pour la première fois, noir sur blanc, les bases de la détente entre l'Est et l'Occident. Quel est le bilan aujourd'hui? Eh bien, avant même la signature, l'Ouest était sceptique et c'était avant tout l'affaire de M. Brejnev. Il y tenait beaucoup, il en avait lui-même fixé la date. Et si l'Europe de l'Ouest s'était laissée convaincre, c'est qu'elle espérait en l'une des clauses, le libre-échange des hommes et des idées. Alors qu'en est-il un an après? Pour beaucoup d'Occidentaux, Helsinki devait mettre fin à ceci. Cette coupure de l'Europe en deux blocs adversaires dont le mur de Berlin est aujourd'hui encore le plus grand symbole. Et pourtant, quand les grands de ce monde, il y a un an, ont signé l'accord d'Helsinki, tous affirmaient qu'un grand pas avait été franchi. En fait, il y avait deux thèmes à Helsinki, la sécurité, c'est-à-dire ce à quoi tenait l'Union soviétique pour maintenir le statu quo en Europe, et la coopération que demandaient les Occidentaux, en particulier la libre circulation des hommes et des idées. Pour les adversaires de la détente, qui ont fait de Leonid Pliouch ici un des symboles de la répression de l'Union soviétique, rien n'a changé là-bas pour les dissidents et les minorités. Et il est vrai qu'il y a eu le cas Pliouch, le cas Amalrik, le cas Solzhenitsyn. Dans l'ensemble, pourtant, il semble qu'il y ait eu une petite libéralisation dans ce domaine. Certes, le rideau de fer existe encore, mais il est un peu plus perméable aux idées et aux individus. Il y a peu de résultats concrets jusqu'à maintenant. On peut acheter certains journaux à Moscou, dans les hôtels. Les journalistes occidentaux travaillent avec une certaine liberté qui n'avait pas l'an dernier à Moscou, mais enfin les grands problèmes restent toujours à résoudre. On a l'impression que les Américains considèrent ce document plutôt comme un morceau de papier. Est-ce qu'on exagère quand on dit ça? Dans les milieux diplomatiques et bien informés, non, je crois que c'est une exagération, mais pour la plupart des Américains, ce n'est pas une exagération. Et pourtant, Helsinki a eu des conséquences, surtout dans le domaine de la sécurité. Ici, par exemple, au cours de manœuvres militaires soviétiques, des observateurs occidentaux ont pu être admis. Les soviétiques tiennent beaucoup à cette sécurité européenne qui fige les frontières actuelles et leur permet un effort militaire accru sur leur autre frontière, celle de la Chine. Face à ceux qui condamnent Helsinki, les Russes affirment que cet accord a diminué, ne serait-ce qu'un peu, la tension en Europe et qu'en un an seulement, il ne fallait en espérer beaucoup plus. Le bilan de cette conférence est positif. Et d'ailleurs, il est très important de souligner que Leonid Ilyich Brejnev, secrétaire général du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, a noté bien dans ces questions au correspondant de la Pravda, voici ses réponses, c'est en russe de mon dossier de travail, il a souligné que l'Europe, grâce à la conférence sur la sécurité et la coopération, a monté à un niveau solide plus haut qu'elle ne l'était avant cette conférence. Je crois que dans la conscience des soviétiques, si vous voulez, étant donné que je suis un citoyen soviétique, dans la conscience des soviétiques donc, la possibilité de l'éclatement d'une nouvelle guerre est beaucoup diminuée. Alors, que doit-on retenir de ce qui s'est passé à Helsinki? La réalité de ce qu'on a fait ou de ce qu'on n'a pas fait depuis un an, ou au contraire l'esprit qui régnait dans cette salle d'Helsinki le 1er août 1975 et qui n'a sans doute pas encore porté tous ses fruits? Helsinki connaît pas, ou si peu. À part les journalistes qui ont de bonnes archives ou ceux des diplomates qui ont de bonnes raisons,
Personne n'a prêté grande attention au premier anniversaire de cette valse de signature sur fond d'arrière-pensée l'année dernière dans la capitale finlandaise. Rappelez-vous, tout le monde déjà à l'époque disait à l'Occident « c'est un marché de dupes, au mieux cela ne sert à rien ». Et c'est vrai, à première vue, cela n'a servi à rien d'échanger avec les soviétiques de grandes promesses sur de grandes espérances. M. Brejnev, lui, a obtenu apparemment ce qu'il voulait. Deux choses. D'abord, la reconnaissance officielle de la division de l'Allemagne, disons plutôt des frontières et des influences actuelles en Europe. Mais les Occidentaux peuvent penser sur ce point, et avec réalisme, que si quelque chose devait changer, ce traité, même pas, cette déclaration d'Helsinki, n'aurait pas plus d'importance que bien d'autres traités. Deuxième chose, deuxième bénéfice pour M. Brejnev, le prestige, le renforcement de l'autorité qu'il a retiré de ce succès diplomatique. Là, les Occidentaux n'y ont pas tellement perdu non plus, puisqu'il leur vaut mieux tout de même avoir devant eux l'idée de détente que se fait Léonid Brejnev que celle des staliniens, comme par exemple M. Chelepine. Alors si on fait l'inventaire de ces fameuses corbeilles, vous vous souvenez, on appelait ainsi les différents classements des sujets épineux, ce qui permettait d'avancer à petits pas et sans violer personne. Si on fait l'inventaire, c'est 0 du côté des désarmements, c'est moins 0 du côté du partage des zones d'influence, avec l'intervention des Russes en Angola, et puis c'est moins 0 du côté de ce qui intéressait le plus les Occidentaux, la troisième corbeille, celle de la libre circulation des hommes et des idées. Au fond, bien entendu, personne n'y croyait vraiment, ni d'un côté ni de l'autre. Eh bien pourtant, on peut considérer que c'est au fond de ce dernier panier qu'on a trouvé la galette. Toute petite, c'est vrai, difficile à découvrir, entre les photos de Goulag et les refus de visa de sortie, entre les visages de Pliouch et d'Amalric, car cette galette, cette première promesse, ce sont à mon sens les Jeux Olympiques de 1980 à Moscou. Là, les portes vont forcément s'ouvrir, on va pouvoir parler, filmer, comparer. Sans doute, Léonid Brejnev y pensait-il en signant la déclaration d'Helsinki, noir sur blanc, et pour des raisons profondes que l'histoire découvrira peut-être, qui obligent ses successeurs comme un testament. Un nouveau tremblement de terre ce matin aux Nouvelles-Hébrides, à quelques 1000 kilomètres à l'ouest des îles Fidji, dans le Pacifique. L'intensité de ce nouveau séisme est comparable à celui qui a ébranlé l'est de la Chine. Il a été enregistré par les sismologues de Golden, au Colorado, et jusqu'à présent, nous n'avons pas d'indication sur l'importance des dégâts. À Pékin, depuis 48 heures, 110 secousses secondaires ont été enregistrées. Depuis ce matin, la pluie tombe sur la capitale chinoise, qui est toujours dans l'attente. Les spécialistes occidentaux estiment à 100 000 le nombre des victimes. Officiellement, les Chinois n'ont donné aucun bilan. L'agence Chine Nouvelle a tout de même indiqué qu'une très grande majorité des mineurs qui étaient dans les galeries souterraines de Tangshan au moment de la catastrophe avaient pu regagner la surface. On craignait que des milliers d'entre eux n'aient péri ensevelis. Pékin sous l'attente, des images que l'on a déjà vues et que l'on risque de voir longtemps encore car la menace qui pèse sur la ville peut durer plusieurs mois. Les étrangers ont été invités à quitter le pays et depuis hier, un véritable exode a commencé. Les ambassades ont réduit leur personnel au strict minimum et dans certaines, on brûle même les documents confidentiels. Cette crainte d'une nouvelle catastrophe ne surprend pas les spécialistes car le phénomène de répétition est bien connu des scientifiques. Un séisme de cette importance devrait, pendant plusieurs mois, provoquer des répliques. Ce que nous appelons des répliques, ce sont des réajustements, des séismes d'importance qui peuvent être presque aussi grandes que la secousse principale. En Italie, par exemple, lors du séisme Nudin, après la secousse majeure, nos instruments ont enregistré en quelques jours 3700 séismes, dont un certain nombre ressentis et dont au moins un avait une magnitude qui dépassait 5. Et en France, est-ce qu'on est à l'abri de tout cela? Eh bien non, je crois que les Français s'imaginent que leur région est tout à fait à l'abri des risques sismiques. Ce n'est pas vrai. Nous avons des régions en France qui sont soumises à des tensions, à des compressions, et c'est le cas principalement de la région de la Côte d'Azur, des Alpes-Maritimes et de la Provence et des Pyrénées. Est-ce que là, vous attendez un séisme très prochain? Non, non, il ne faut pas être exagérément pessimiste, mais on peut quand même se référer à l'histoire. Dans cette région de Menton et sur la riviera italienne, il y a eu par exemple en 1887 un séisme qui à l'époque avait fait 640 morts
On peut imaginer que le même séisme avec la même intensité ou la même magnitude qui se reproduirait au mois d'août 1976 causerait des dégâts et des victimes beaucoup plus nombreuses, c'est évident. Est-ce que vous pensez que vous saurez nous prévenir à temps? Nous l'espérons, mais enfin, je crois que là, il faut quand même être très raisonnable et que dans ce domaine, on est encore extrêmement impuissant et que c'est plutôt de la surveillance que de la prévision qu'on peut faire. À San Francisco, au Japon, on a appris à construire en pensant au tremblement de terre. Est-ce que sur la Côte d'Azur, on fait le même calcul? Eh bien non, on peut répondre non, bien qu'en 1969, une commission de spécialistes ait établi des règles parasismiques à travers lesquelles on peut imaginer que c'est vrai qu'on pourrait éviter beaucoup de dégâts. Des dizaines d'hélicoptères américains volent au secours des sinistrés de Big Thompson dans le Colorado. Des inondations catastrophiques ont tué près de 100 personnes. Un mur d'eau dévalant le canyon a tout détruit sur 25 km. Maisons fracassées, campings balayés, voitures emportées comme des bouchons. La région était bondée de touristes venus pour le week-end. La pluie continue, les secours sont difficiles, 250 personnes sont encore bloquées par l'inondation. Niki Lauda est toujours entre la vie et la mort. Le pilote autrichien avait été retiré de justesse de sa voiture accidentée hier sur le circuit du Nürburgring. Un circuit que Lauda n'aimait pas du tout. Le champion a repris connaissance à l'hôpital de Mannheim, mais ses poumons ont été brûlés par la fumée de l'incendie de sa voiture, sans compter un traumatisme à la tête. Pour les médecins, il faut attendre au moins 10 jours avant de se prononcer sur les chances de s'en sortir de Niki Lauda. Quant à la cause même de l'accident, on ne la connaît toujours pas. Le franc est à nouveau menacé. Après quelques jours de répit, la spéculation repart et le franc, une fois de plus, risque d'en faire les frais. S'il s'est finalement maintenu aujourd'hui sur les principales places financières, il a subi, comme les autres monnaies européennes faibles, de grandes tensions, en particulier à Londres. Les acheteurs risquent de continuer à se porter massivement sur les monnaies fortes et principalement sur le mark. C'est pourquoi le franc, comme la livre, la lire, le franc belge et le florin, va rester fragile dans les jours à venir. Bernard Pesquet, l'assassin présumé d'un couple et de leur domestique à Neuilly, a été inculpé cet après-midi d'homicide volontaire et de vol par le juge d'instruction de Nanterre. Les voisins de Pesquet le décrivent pourtant comme un père tranquille. Après avoir fait 20 ans de prison pour meurtre, il était considéré comme un exemple de réinsertion sociale. On se demande pourtant ce qu'est devenu Madame Pesquet, sa femme, disparue sans laisser d'adresse depuis 3 ans. Bernard Pesquet n'a rien avoué encore. Les policiers estiment avoir assez de preuves contre lui. Enfin, une lueur d'espoir pour les quelques 4000 blessés encerclés depuis 2 mois dans le camp palestinien de Tel el-Zatar. Cette fois, la Ligue arabe a pris l'affaire en main. Elle a fait signer un accord à toutes les parties pour que la Croix-Rouge puisse évacuer demain tous les blessés du camp de Tel el-Zatar. Si l'opération réussit, ce sera peut-être le début d'une solution politique à la crise libanaise sous l'égide de la Ligue arabe. Son représentant à Beyrouth doit en effet annoncer un nouveau projet d'accord. Il prévoit notamment que les 3000 soldats de la force de paix arabe seront chargés de faire respecter le cessez-le-feu. Après 1 mois de camping à l'aéroport de Beyrouth, ils commencent enfin d'avoir un rôle dans les tentatives de paix. Ils ont permis notamment la levée du blocus que l'armée syrienne exerçait sur la région contrôlée par les forces progressistes. Nous avons rencontré près de 200 soldats de la force de paix arabe, soudanais et libyens, sur les hauteurs de la ville de Saïda, où ils remplacent l'armée syrienne. Ils ont créé une véritable zone tampon entre lignes syriennes et palestiniennes, afin d'empêcher tout nouvel affrontement. J'ai fait du travail pour détourner la guerre pour les Syriens et puis les choses là. Avant, vous étiez où? À l'aéroport de Beyrouth? Oui. Et vous êtes content d'avoir changé de poste? Je suis très content, mais il y a beaucoup de guerre, ouais, c'est pas content. C'est pour ça. L'armement de ces soldats de la paix n'est que symbolique et ils n'ont pas reçu l'ordre d'entrer eux aussi dans la bataille. Ils se contentent en fait de vérifier si les voitures ne transportent pas d'armes et d'empêcher les actes de provocation entre forces syriennes et palestiniennes qui s'observent par-dessus leur tête. Mais leur arrivée signifie la fin du blocus par l'armée syrienne et fait naître chez les forces de gauche l'espoir de voir bientôt les soldats de Damas plier bagages du Liban. Pour moi, c'est le début de la retraite de toute l'armée syrienne du territoire libanais.
Comment se traduit justement la fin de ce blocus? Par la permission de tous les bateaux de venir au port de Saïda et au port de Tyr. Est-ce que vous pensez aussi que c'est le début d'une solution politique? Jusqu'à maintenant, non. Jusqu'à maintenant, non. À défaut d'un accord de paix, le retrait de l'armée syrienne a donc permis la levée du blocus alimentaire qui durait depuis 2 mois dans les régions musulmanes contrôlées par les forces de gauche et les Palestiniens. Les bateaux peuvent enfin apporter la précieuse farine dans le port de pêche de Saïda, où d'habitude à cette époque de l'année se bousculent les barques de touristes. Avant de débarquer leur cargaison de farine, les navires ont été soigneusement fouillés par les vedettes de la marine syrienne qui continuent de croiser au large afin de vérifier s'ils ne transportent pas d'armes. Mais chaque jour à présent, 3 bateaux apportent la farine dans le port de Saïda. Les sacs seront ensuite transportés à Beyrouth et distribués à la population qui aujourd'hui s'est organisée en véritable économie de guerre. Dans les quartiers musulmans comme celui-ci et les régions contrôlées par les forces progressistes, des comités populaires ont été créés pour remplacer l'absence totale de l'État. Ils s'occupent de distribuer et de contrôler la vente de cette précieuse farine qui autrefois ne se trouvait qu'au marché noir. Actuellement, on assure des services sur le plan, on assure de la farine pour les gens, des services médicaux, on va essayer d'ouvrir une école. On assure actuellement du riz, du sucre, et tout un tas de services dont les gens ont besoin et où le marché ordinaire ne peut pas les assurer actuellement. Alors on va assurer davantage de la farine, même on va donner à chaque famille 5 kilos cette semaine pour les stocks de côté, pour que les gens se calment un peu. En ce qui concerne ce quartier, les gens sont assez affolés parce que c'est un quartier où on reçoit des obus, des dizaines et des centaines par jour. Mais dans une ville privée totalement d'électricité depuis 2 mois, les boulangeries ne fonctionnent plus. Alors les Libanais ont retrouvé leur vieux réflexe, faire le même pain que leurs ancêtres, le fameux marhouk, une galette paysanne que l'on fait cuire au feu de bois. Ces femmes, qui travaillent du matin au soir pour 10 francs seulement, parviennent à faire 500 pains par jour pour tout leur quartier. Mais au niveau de la distribution, c'est souvent la panique. Nous sommes devant un comité populaire chargé de distribuer la nourriture aux quelques 200 000 habitants du quartier. À chaque fois, il n'y a pas assez de pain pour tout le monde. Et pour ces gens, le pain reste l'aliment essentiel, surtout en cette période de guerre civile où les prix ont pratiquement quintuplé. Devant ces grilles, c'est tous les jours l'angoisse de ne rien rapporter à la maison. Souvent, des bagarres éclatent. La veille, on a relevé 2 morts à cet endroit. À Beyrouth, les comités populaires dans les quartiers musulmans contrôlés par les forces de gauche distribuent aussi cette eau si rare et si précieuse depuis 2 mois. Avec la panne générale d'électricité, en effet, les pompes ne fonctionnent plus pour faire monter l'eau dans les étages et il faut aller la chercher dans la rue. Les comités populaires ont organisé très sévèrement la distribution d'eau, pas plus de 20 litres par jour et par famille. L'eau n'arrive aux pompes que tous les 2 jours et les habitants de chaque maison, de chaque immeuble, doivent venir la chercher pendant des heures bien précises. Mais souvent, là aussi, des bagarres éclatent et chaque jour, au point d'eau, on relève des morts. Dans une ville qui agonisait lentement sous la guerre civile, les comités populaires ont dû affronter le problème de l'hygiène pour éviter les épidémies. Chaque jour, la ville de Beyrouth s'enveloppe d'un nuage de DTT, un spectacle devenu familier pour les habitants de la capitale libanaise. Restait le problème de la sécurité, le plus grave dans une ville où toutes les portes des prisons ont été ouvertes. Alors, les anciens gendarmes libanais viennent de créer eux-mêmes une véritable sécurité populaire. La source de mon autorité comme chef de sécurité populaire
pour la ville de Beyrouth et banlieue, c'est le front des partis progressistes et nationaux. Alors quel est votre rôle dans la ville justement? Mon rôle, c'est le rôle de toute sécurité, de tout chef de sécurité. C'est le maintien de l'ordre, surtout dans les circonstances exceptionnelles que nous sommes en train de vivre au Liban et surtout dans la ville de Beyrouth. Mais en réalité, cette sécurité populaire se contente de patrouiller et de faire la circulation dans le quartier moderne de Beyrouth, épargné par la guerre civile. Elle ne se risque pas dans les zones de combat. Elle reste à la merci de la volonté des milices de gauche qui lui reconnaissent seulement le droit de contrôler les voitures, car en 6 mois de guerre, 200 000 voitures ont été volées. Ces anciens gendarmes se contentent aussi de faire dégager les marchands ambulants qui encombrent parfois les rues. Malgré le superbe de leur armement, les milices qui tiennent la ville de Beyrouth font seules régner la loi. Cette vie qui tente de s'organiser à la faveur du retrait partiel de l'armée syrienne et de l'installation de la force de paix arabe peut en fait avoir des conséquences néfastes pour le Liban. Je pense bien sûr au partage. Les forces de gauche, vous l'avez vu, s'organisent en petits États dans les régions qu'elles contrôlent. Les chrétiens ont fait pareil depuis longtemps et les Syriens viennent d'imposer leur administration dans la région qu'ils occupent. Aujourd'hui, des températures assez fraîches sur toute la France, sauf dans la région de Marseille, où vous allez voir, il faisait 27 degrés. Du nord au sud, les températures s'éparpillaient entre 17 et 24 degrés. Demain, de la Normandie et du nord à l'Alsace, un ciel de très nuageux le matin avec quelques pluies. Le soleil ne fera son apparition que l'après-midi, mais ailleurs, il brillera toute la journée. Les températures seront en hausse. Toute la rédaction d'Antenne 2 se joint à moi pour vous souhaiter une très agréable soirée. À demain, bonsoir, mais avant de refermer ce journal, voici les principaux titres qu'il faut retenir. Jeux Olympiques, adieu Montréal, à bientôt Moscou. Chirac de retour du Japon, pas de contrat, mais un premier pas. Rapport Est-Ouest, 1 an après la conférence d'Helsinki, rien n'est changé pour l'instant. La Chine tremble, mais sommes-nous à l'abri? La dernière édition du journal ce soir vers 22h15.